Bonjour, bienvenue dans On s'explique. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Axel Kupiciewicz, fondateur et CEO de l'ASEA. Bonjour Axel. Bonjour Frédéric. On s'explique. On s'explique. Alors l'ASEA, très belle success story wallonne. Vous êtes spécialiste du laser industriel d'ultra précision. Ça semble technique, mais on va détailler dans un instant. Vous employez aujourd'hui près de 200 personnes dans la région de Liège. Comment l'aventure de l'ASEA a-t-elle commencé, Axel? Alors l'aventure de l'ASEA, elle a débuté en 1999. En fait, ça faisait pas longtemps que je sortais des études. Donc j'ai travaillé 2 ans au Centre spatial de Liège. Il faut savoir qu'ici en Wallonie, on a un des 4 centres de l'Agence spatiale européenne. Et j'avais fait un mémoire sur le nettoyage des surfaces optiques par laser. Donc simplement utiliser de la lumière pour nettoyer une surface. Et puis je me suis rendu compte qu'en enlevant une petite couche, j'arrivais à ne pas abîmer le miroir du satellite, ce qui a donné mon premier brevet. Et puis voilà, j'avais envie de créer quelque chose, mais je n'avais pas de produit, pas d'argent, pas de clients. Et puis voilà, avec la folie une idée. Et donc, à la folie des 25 ans, on se lance dans un garage. Et puis, c'est comme ça que tout a commencé. Et comment on arrive à convaincre? À un moment, il faut trouver de l'argent. Comment on fait pour passer de l'idée au business? Alors, à l'époque, c'est simplement les amis, les 4 F dont on parle souvent. Les friends, family. C'est ça, j'avais été un peu taper tout le monde pour créer ma petite société. Et puis après, en fait, le business s'est créé avec des demandes clients auxquelles on a répondu. Et puis évidemment, il y a eu des augmentations de capital progressives en fonction de la croissance de la société. Et c'est une histoire un peu dingue parce que vous êtes devenu, on y reviendra aussi, un leader européen du laser d'ultra-précision. Mais qu'est-ce que vous faites exactement? Expliquez au grand public ce que vous faites. Alors c'est un peu compliqué. Ce qu'on fait, nous, c'est des lignes de production. Donc on les conçoit, on les fabrique. On vend des lignes de production à des grands groupes industriels avec comme particularité qu'elles vont utiliser le laser et pour faire de l'ultra-précision. Donc on va être capable de faire des produits avec des précisions de 50 fois à 250 fois moins que le diamètre d'un cheveu. Donc ça va donner des fonctionnalités assez exceptionnelles aux produits qu'on va créer pour nos clients. Et concrètement, vous travaillez pour quel secteur? Quels sont vos clients finalement? Alors on est dans 4 secteurs. Un premier secteur, c'est le domaine du luxe. Par exemple, si vous avez une montre de prestige, on va dire, aussi bien l'habillage, donc on va faire le cadran, les aiguilles, les lunettes, les fonds, mais aussi toutes les pièces, les petits engrenages dans le mouvement d'une montre. Le mécanisme, oui. Voilà, ça c'est le secteur du luxe, on va dire, on travaille aussi sur les lunettes. Le secteur du médical, là on va s'attaquer aux implants. Donc un implant oculaire, donc pour remplacer le cristallin pour les problèmes de cataracte. On va faire aussi des implants qui se mettent sur le nerf auditif. C'est un plan cochléen. Et on ne le sait pas beaucoup, mais l'ASEA est leader dans les implants, les stents et les cathéters pour la chirurgie cardiaque. Donc ça, c'est nos 2 principaux secteurs. Un autre secteur qui est intéressant, c'est l'académique. Il faut savoir que les plus grandes universités au monde, les plus prestigieuses dans notre domaine, utilisent nos systèmes, que ce soit en Chine, au Japon, aux États-Unis, en Europe, au Brésil. Ils utilisent les systèmes de l'ASEA. Et donc vous êtes devenu, c'est ça qui est fou, leader européen du laser industriel d'ultra précision. Mais ce succès, il est dû à un moment, vous avez dû faire des choix stratégiques. Vous avez évoqué le médical, le luxe. À un moment donné, ces choix ont été facilités par l'entrée au capital d'un fonds d'investissement français. C'est ça qui vous a donné un autre éclairage finalement, un autre regard sur le business? Tout à fait. J'ai pas eu la chance forcément en créant à 25 ans, on n'a pas la chance d'avoir fait une grande entreprise qui peut donner certaines bases en marketing stratégique. Donc, j'ai appris sur le tard, on va dire. Et donc, en 2011, on a un fonds d'investissement qui est rentré avec des anciens patrons du CAC 40 qui me guidaient un petit peu. Et la première chose qu'ils m'ont dit, OK, tu fais des machines super, vous êtes 10 ingénieurs un peu fous, vous faites des machines très technologiques, mais il te manque une stratégie marché. Et donc, ils m'ont fait choisir une technologie et 2 marchés, qui sont le luxe et le médical. Mais la technologie, on avait une technologie où on était pionnier. On avait développé ça dès 2003 avec une petite start-up française. Et c'est un laser assez fou parce qu'il concentre la lumière dans des impulsions qui font 1 millionième de milliardième de seconde. Et ça dépasse l'entendement. 1 millionième d'un milliardième de seconde. Voilà. Et vous mettez toute la puissance d'une centrale nucléaire dans ces petites impulsions-là. Et ça va permettre d'ablater la matière, mais sans la chauffer. Ce qui donne une précision de fou.
Et on était les premiers à présenter une machine qui utilisait ce type de technologie au Salon mondial du laser à Munich en 2011. Et depuis, voilà, les clients se sont intéressés à la technologie et on a une croissance de 30% par an depuis 12 ans. C'est dingue parce qu'au départ, voilà, les 10 premières années, donc vous existez depuis bientôt 25 ans, les 10 premières années, vous restez une dizaine d'ingénieurs. Maintenant, avec les acquisitions, on va revenir dans quelques secondes, vous êtes près de 200, mais cette croissance, cette accélération phénoménale vous a permis, l'année passée, de lever 10 millions d'euros auprès de M80, du fonds M80, et donc de racheter le numéro 1 français du laser qui s'appelle Laser Cheval. Donc là aussi, un exemple de petits Belges qui deviennent leaders européens en rachetant les Français. Oui, c'est peu courant parce que la Wallonie n'est pas nécessairement connue pour les machines-outils, le laser. Donc c'est vrai qu'avec l'équipe, moi, j'ai vraiment une équipe qui est au top et on a réussi un challenge, une aventure qui est assez exceptionnelle au niveau européen, maintenant au niveau mondial. Et c'est vrai qu'on est très fiers d'avoir repris ce concurrent avec qui ça se passe très très bien et on a beaucoup de synergie. Et ce n'était pas votre première acquisition. Plus tôt, durant les années Covid, fameux défi, vous avez racheté aussi Optech à Mons. C'était quoi exactement ? Alors Optech, c'est la société qui me faisait rêver quand j'ai fait mon mémoire, quand j'ai créé la société. C'est une société historiquement qui était extrêmement forte dans ce domaine de laser de précision. Et puis les années Covid ont fait que beaucoup ont souffert très fort. Et donc voilà, j'ai proposé qu'on les aide et qu'on les reprenne. Bon, c'était pas facile, c'était la première année Covid, donc les actionnaires étaient plutôt à faire attention, à garder. Et je dis, c'est une opportunité, il faut le faire, ça va développer l'ASEA et franchement on ne le regrette pas, les équipes s'entendent super bien et on fait des choses assez chouettes ensemble. Alors aujourd'hui, je l'ai dit, ça représente près de 200 personnes, 6 sites de production. Vous êtes basé où alors ? Enfin, basé à Liège et les autres sites ? Alors on a 2 sites en Belgique, donc un à Liège et un à Mons. En France, on a 2 sites aussi, avec l'acquisition de Laser Cheval à Besançon, mais on avait une filiale à Bordeaux également. Et puis, j'ai 2 autres sites qui sont plus proches de nos marchés, finalement, qui sont à Bienne, en Suisse, et à San Diego, aux États-Unis. Aux États-Unis, votre plus gros défi aujourd'hui, c'est de conquérir l'Ouest américain. Oui, on a déjà pas mal de clients. On a 2 GAFA, par exemple, qui sont des bons clients. On travaille aussi avec la majorité du top 10 au niveau des implants aux États-Unis. Mais le marché américain, il est immense. Et c'est vrai pour moi, on l'a encore qu'effleuré. Et donc, c'est clair que dans les prochaines années, c'est quelque chose qui va devenir notre focus pour la croissance à venir. Avec des objectifs de chiffre d'affaires qui ne font qu'augmenter. C'était 30 millions d'euros en 2022. Ce sera quoi en 2023, qui se termine tout doucement ? Et pour les années à venir, vous visez quoi ? Quel chiffre ? Alors 2023, ça va être une année assez particulière parce qu'on a fait plus que doubler, presque tripler notre carnet de commandes l'année passée. Du coup, on devrait, si tout va bien, terminer à une petite quarantaine de millions cette année. Maintenant, il faut que ça suive au niveau production. C'est pas évident avec les pénuries actuelles. Mais voilà, pour le moment, c'est sur des rails. Les équipes travaillent beaucoup. Je les remercie d'ailleurs pour suivre cette cadence. Et puis oui, c'est 30% qu'on espère encore faire en organique les années futures. Il faut bien se dire que dans le hardware, c'est pas comme le soft. 30% de croissance, tous les 3 ans, vous devez doubler votre bâtiment, c'est-à-dire déjà penser au nouveau bâtiment quand vous venez de terminer un premier. Vous devez doubler vos équipes, ça veut dire engager 30% de personnel chaque année, les former. C'est des métiers qui sont aussi en pénurie, donc c'est pas évident. Ça peut être attractif. Et puis la deuxième chose, c'est une augmentation du besoin en fonds de roulement de 30%. Donc ça demande aussi de revoir de temps en temps son capital pour financer cette croissance. Et ça ira ? Oui, ça va. On a une belle aventure maintenant avec 12 ans d'expérience et 30% de croissance. Je pense qu'on est... voilà. Et l'envie d'une introduction en bourse, c'est justement une solution pour pallier... pour ce financement, bien sûr. Je pense que dans notre domaine ou dans les domaines de high-tech, c'est rare qu'une société reste sous contrôle wallon et belge autant d'années. Donc voilà, mon objectif, c'est de pouvoir aller sur le public pour avoir ce financement tout en gardant un ancrage ici dans notre belle région. Alors, Axel Kupiciewicz, on l'a dit, cette belle croissance vous a valu l'honneur l'année dernière de figurer parmi les 5 finalistes du manager de l'année. Donc, bravo.
parce que vous êtes à la base ingénieur physicien, vous avez fait un master en économie après, hein, mais ça vous a fait sourire quand un ingénieur physicien est nominé manager de l'année? Je ne sais pas si ça m'a fait sourire. En fait, ça m'a beaucoup stressé parce que, comme vous le savez, j'affectionne pas trop d'être devant une caméra ou d'être devant les feux des projecteurs. Mais c'est vrai que je pense que c'est plus l'ASEA et c'est pas moi qu'on voulait nominer. C'est cette histoire qui est un peu exceptionnelle d'une équipe qui est devenue un leader européen dans un domaine très high-tech. Donc voilà, les équipes m'ont vraiment poussé pour qu'on joue le jeu. Je les ai écoutés, j'ai fait cet effort-là et évidemment j'étais très honoré d'être nominé. Et c'est quoi être un bon manager? C'est une bonne question, il faudrait le demander à mes équipes, mais je pense que vous devez avoir une vision, pouvoir la partager avec tous vos collègues, faire avancer tout le monde dans cette direction, la partager, fédérer autour de vous. Je pense qu'il faut être beaucoup à l'écoute. Moi j'aime bien écouter, jamais hésiter à se remettre en question. Ça, c'est un manager. Je veux dire qu'en plus, l'entrepreneur, il doit prendre des risques. Et donc, ça, j'aime bien aussi. C'est clair, quand vous avez parlé tout à l'heure du fonds d'investissement qu'on a dû reprendre, voilà, j'ai mis ma maison, mon épargne pension en caution pour racheter des parts, faire le MBO. Il y a Neuchâtel et Wallonie Entreprendre qui m'ont aidé aussi. Et j'ai proposé aux employés également de rentrer dans le capital de l'ASEA. Et j'étais assez étonné. 50% des employés ont accepté de mettre aussi de l'argent pour reprendre ces parts du fonds d'investissement. Donc, c'est une belle aventure commune. Ça motive les troupes. Oui, tout à fait. Voilà, on arrive tout doucement au bout. Dernière question, rapidement. Vous allez fêter vos 25 ans. Déjà, pas vous, mais l'ASEA l'année prochaine. Dans 10 ans, l'ASEA, ça ressemblera à quoi? Numéro 1 mondial? Numéro 1 mondial, ça va être compliqué parce qu'on a quand même des gros concurrents chinois et américains. Maintenant, j'espère qu'on sera toujours aussi créatif, qu'on aura plein de petits marchés intéressants. Vous savez que je suis très attaché à la partie durabilité, donc on remplace des procédés polluants par des technologies propres. Donc on peut vraiment être un acteur de ces solutions pour les défis climatiques, rendre les objets plus petits aussi, avec les mêmes fonctionnalités. Ça diminue la matière, l'énergie, les lignes de production qu'on fait, c'est un demi-fer à repasser. Donc c'est vraiment pas beaucoup. Donc on peut vraiment être une solution à certains défis du futur. Bon, merci d'être venu nous parler de la belle histoire de l'ASEA, Axel Kepizjević. Et on suivra de près, effectivement, votre parcours vers la première place mondiale dans le secteur du laser d'ultra-précision industrielle. Merci encore. Merci beaucoup. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Au revoir.